Vous êtes très très loin, mais vous êtes là. Ah, merci. Alors, petite présentation. Est-ce que vous connaissez dans le monde du week-end, du dimanche lundi, je ne serais pas arrivé là si. Vous connaissez pas ça? Alors, je n'ai jamais été invité par le monde, hein, mais je prends la forme. Je ne serais pas arrivé là, à la Maison de la Poésie, si Pascal Dubois de Ouidir n'avait pas édité le CD, que je ne sais pas où j'ai mis. Mais pour la petite histoire qui concerne le texte que je vais vous dire, je ne serais pas arrivée là si une amie, Lucie, n'était pas tombée sur le roman de Selma Lagerlöf, L'Empereur du Portugal. C'est pas fini. Je ne serais pas arrivée là si elle n'avait pas raconté l'histoire à son mari au petit déjeuner. Je ne serais pas arrivée là si son mari ne lui avait pas dit « Dis donc, Gigi, elle pourrait le mettre en compte. J'ai lu le roman de Selma Lagerlöf. J'ai été emportée. Je vais juste vous dire une phrase qui vous donne la teneur de ce roman. Quand on habite le Val des Regrets, on ne se contente pas des choses d'ici-bas. On est forcé d'aller chercher des étoiles. Toi aussi, t'en auras besoin. J'ai lu le roman, je l'ai aimé aussi. Après, comment oraliser un roman quand tu débutes en conte? Heureusement, j'ai fait un rêve. J'étais en tournée dans les monts du Lyonnais et j'ai rêvé qu'une directrice de médiathèque ou de centre culturel qui venait me chercher à la gare de Lyon-Pardieu, au lieu de me présenter à ses collègues, comme on fait tout le temps, on dit « Je vous présente Gigi Bigot, c'est la conteuse ». Elle disait, dans mon rêve, « Je vous présente Gigi Bigot, elle vend des étoiles ». Et bien là, j'ai dit « Banco ». Et je vais démarrer mon petit extrait de 26 minutes. Avant de faire la famille des humains, le Créateur s'était fait la main sur la famille univers. C'est lui qui a marié le ciel avec la terre. Ils ont eu 2 enfants, la lune, le soleil. Les enfants ont grandi et puis ils sont partis. C'est ça la vie. La vie, le soleil, il l'a trouvée si belle. Il s'est marié avec elle. La lune, elle regardait passer le temps. Elle s'est mariée avec lui tranquillement. À leur tour, ils ont eu des enfants, des éclairs et des jours, des étoiles et des nuits. Quelquefois, un éclair en colère détruit ce que vient de faire son père. Des fois, la terre attend ses petites filles, les étoiles. Et ce soir, elles ne viennent pas. C'est ça la vie. Et depuis, dans le monde, c'est pareil. Il y a des filles et puis il y a des pères, il y a des garçons, il y a des mères. Il y a des petites filles assises sur les épaules de leur père. Quand elles lèvent le bras, elles touchent le ciel avec les doigts. Les filles font la roue dans la rue. Les filles, elles dessinent des marelles. Elles s'envolent de la terre au ciel et du paradis en enfer. Les filles, elles tracent le monde par terre. Là, il y aurait la cabane. Pas bien loin, l'appentis. Dans le fond, il y aurait les collines. Et puis la rivière, elle coulerait jusqu'au débarcadère. Il y a quelqu'un au débarcadère. C'est une jeune femme. Elle attend son père. Son père est au fond de la rivière, adossé contre un rocher, les yeux grands ouverts, les cheveux dressés en l'air.
à son tour de m'attendre, qui se dit le père. Je l'ai assez attendu, moi. Et pour ne pas remonter, le père, il s'est coincé le pied sous le rocher. La jeune fille est assise, elle regarde l'eau couler, elle essaye d'apercevoir les pierres au travers. Ça lui rappelle une devinette. Quand elle était petite, à la fête de l'école, l'instituteur avait demandé aux enfants: est-ce que vous savez comment sont les pierres au fond de la rivière? Les parents étaient là, tous les enfants se creusaient la tête. Comment sont les pierres? Elle s'était retournée. Elle avait croisé le regard de son père. Aussitôt, elle avait deviné. Ben, mouillées, elles sont mouillées les pierres au fond de la rivière. Il lui avait suffi de regarder son père. Faut dire que ces deux-là, le père et la fille et le père, ils étaient une seule et même paire, aussi liés que les doigts de la main, aussi mêlés que des grains de sable, complices comme pas deux. Vous pouviez les rencontrer à tout bout de champ. Alors lui, le père, avec sa façon de marcher comme ça, les bras écartés, à l'inverse d'un soldat, et puis sa fille, belle comme un soleil, elle sautillait tout autour de lui. Des fois, il la tenait par la main. Dans le village, tout le monde s'en souvient. C'est bien plus tard qu'on l'a appelé l'empereur. À cette époque, sa fille était partie depuis un bon bout de temps déjà. Empereur de Portugalie. Lui, un petit bonhomme de rien. Lui qui n'était jamais parti d'ici, qui savait même pas lire. Lui qui passait sa vie à creuser des fossés. Empereur de Portugalie. C'est une drôle d'histoire. C'est comme un ouvrage à détricoter. Il faut trouver le fil qui va le dévider. Le fil qui va du père à la fille et de la fille au père. Et puis à la mère aussi. Quelquefois, l'histoire est en jacquard, les trois fils mélangés, torsadés, bien serrés. Et puis des fois, c'est tellement lâche, prêt à casser, pour bien vous la tricoter. Il suffit que moi, je tire sur le fil d'une journée. Par exemple, ce jour-là, ce jour où pour la première fois de sa vie, Jean n'est pas allé travailler. Il est dehors depuis des heures. Il s'abrite du mieux qu'il peut sous le petit appentis. Il est assis sur un billot, la tête entre les mains, et il pense à sa vie en se disant que vraiment, sa vie, c'est pas une vie, qu'il n'a pas mérité ça, et que c'est pas pour ça qu'il s'est marié. Parce que lui, Jean, s'il s'est marié avec Anna, c'est pour avoir un chez-soi. Avant, ils étaient logés tous les deux chez le fermier qui les embauchait, le fermier du domaine. Jean, comme journalier. Journalier, ça veut dire tous les jours sont pareils pour tout le temps. Anna, comme bonne à tout faire, elle fait tout ce qu'il y a à faire. Mais le jour où ils se sont mariés, le fermier leur a donné un bout de terrain et ils ont construit la cabane dessus. C'est pas compliqué ça, c'est pour ça qu'il s'est marié. Sauf qu'aujourd'hui, dans la cabane à côté, il y a deux bonnes femmes à s'activer autour d'Anna. Il paraît que des fois, ça peut durer des heures. Il va quand même pas passer la nuit ici. Déjà ce matin, c'est lui qui a couru chercher la sage-femme. Le jour n'était pas encore levé et depuis, il est là, à grelotter, à s'abriter de la pluie, à regarder sa vie aussi grise que les gouttes. Qu'est-ce qu'il a fait au bon Dieu pour mériter ça? Tout à coup,
dans la cabane à côté, le bébé se met à crier. Et puis encore une fois, et puis une autre, comme pour dire qu'il est bien là. Alors Jean se dit que maintenant qu'il sait que ça s'est bien passé, eh bien lui, il peut s'en aller. Il n'avait rien voulu. Tout ça, c'est pas pour ça qu'il s'est marié. Il était complètement gelé. Ça lui ferait du bien de marcher. Jean se voit au débarcadère. Il prendrait le premier bateau. C'est ça qui serait bien. S'en aller, ça leur montrerait de quoi il est capable. Alors, Jean se lève. Il donne un coup de pied dans la sûre et sort sous la pluie. Ça y est, il est parti. Jean, juste à ce moment-là, pas avant, pas après, pile à ce moment-là, la porte de la cabane s'est ouverte. Et la fermière du domaine lui a fait signe de venir avec un sourire en plus. Départ complètement raté. Jean fait demi-tour, il rentre dans la cabane. Anna est dans son lit, elle le regarde doucement. La sage-femme s'approche, lui met le bébé entre les bras. Regardez Jean, regardez comme elle est belle votre fille. Jean sent quelque chose de chaud, quelque chose de doux, quelque chose de tout fragile. Et comme le chat l'a glissé, Jean peut voir une petite bouille froissée et des mains toutes plissées. Et Jean se demande ce que la sage-femme pense qu'il va faire avec ce paquet. C'est pas que c'est lourd, c'est même tellement léger. Et voilà que le petit paquet ouvre les yeux et le regarde. Et Jean reçoit un choc si fort que lui et l'enfant en sont tous secoués. L'horloge s'arrête, la cabane s'illumine et aussitôt, son cœur se met à battre. Du coup, Jean n'a plus froid. Il n'est plus fâché, il n'est plus léger. Il aurait même envie de chanter, de danser. S'il n'y avait pas les 3 bonnes femmes à le regarder, quand même, c'est son cœur qui le tracasse. Il a jamais cogné comme ça. Il est malade ou quoi? La sage-femme s'approche pour lui reprendre le bébé si ça ne va pas. Non mais de quoi il se mêle? C'est la première fois de sa vie que Jean a quelque chose à lui, que ce quelque chose, c'est une petite fille, toute neuve. C'est sa fille à lui. Alors qu'on les laisse maintenant, le père et la fille, ils ont des choses à se dire. Du coup, les 2 bonnes femmes sont parties, elles n'avaient plus rien à faire ici. Jean, lui, il commence à se douter de ce qui lui a manqué toute sa vie. Avant, Jean ne se souvenait pas d'avoir senti son cœur battre, ni dans la tristesse, ni dans la joie. Peut-être qu'avant, il n'était pas vivant. Le lendemain, Jean est toujours dehors, mais ça n'a rien à voir avec hier. Jean est dehors avec la petite fille dans les bras. Il attend que quelqu'un passe et donne un nom au bébé. Ils ont cherché avec Anna toute la journée. Bon, ils s'y sont pris un peu tard. Impossible d'en trouver un qui leur plaise à tous les 2. Pour Jean, aucun nom n'était assez beau, aucun nom n'était assez important. Il fallait un nom qui dise qu'est-ce que cette petite fille était pour lui, que cette petite fille c'était son trésor, sa richesse, son cadeau de la vie. Franchement, c'est d'une drôle d'idée d'attendre, parce qu'il n'y a quand même pas grand monde qui se perd jusque par là. Mais Jean ne doute pas un instant, puisqu'il s'agit de la petite fille.
il verrait un carrosse doré débouchant entre deux sapins, ou bien une princesse endimanchée s'avancer sur le chemin, il ne serait pas étonné le moins du monde. Alors Jean attend. Et voilà que juste avant de se coucher, le soleil glisse un rayon sur le visage du bébé. Toi aussi, tu veux la voir? Approche donc. Le soleil s'attarde, caresse la petite bouille. Du coup, Jean s'enhardit. Tu veux pas devenir son parrain? On en cherche un. Le soleil ne répond rien, mais prend son temps. Or, qui ne dit rien? Du coup, Jean entre dans la cabane. Il dit à Anna, eh, ça y est, quelqu'un est passé. Quelqu'un de bien, attends, il avait de l'or sur ses habits. Il m'a dit, c'est ça que j'ai compris. Il m'a dit qu'il s'appelait Monsieur de Clairbeau et qu'il fallait qu'on appelle la petite Clairbelle. Clairbelle? Je me demande si c'est pas trop beau pour nous qu'elle a dit Anna. Mais Anna, elle disait tout le temps ça. C'est comme ça que la petite s'est appelée. Et Jean, on voyait bien qu'il était devenu un autre homme à la naissance de sa fille. Avant, jamais il n'aurait osé s'adresser directement au soleil. Ça, c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, il y a toujours la jeune femme au débarcadère. Elle attend son père. De temps en temps, elle ramasse dans l'eau une étoile en papier. Elle a dû se détacher de la veste de l'empereur. Oh, Clairbelle se lève. Ça ne sert pas de rester là, on ne voit plus rien. Elle reviendra demain attendre son père. Ça fait drôle pour les gens. Pendant des années, ils ont vu le père assis là, au même endroit, attendre sa fille. Clairbelle reprend le chemin de la cabane. De toute façon, les chemins, elle les connaît par cœur. Son père l'emmenait partout quand elle était petite. Partout on pouvait passer, même ailleurs. Il lui en a fait sauter des talus, passer sous les fils barbelés. Ils en ont tassé de la terre sous leurs souliers. Souvent, ils grimpaient tout en haut de la colline. Et là, ils ramassaient l'horizon dans leurs yeux. C'est peut-être lui, finalement, qui lui a donné le goût de s'en aller. Et puis, des fois, il rentrait tard le soir, crotté, mouillé. Mais dans la cabane, il faisait toujours bon. C'était comme ça avec Anna. C'était bon de rentrer tout le temps. Anna, aujourd'hui, c'est une petite souris. Elle s'occupe plus de rien. J'en ai assez fait qu'elle dit, c'est les autres qui s'occupent d'elle. Tout à l'heure, c'est l'infirmière qui va passer. Tout ce qu'elle voudrait, Anna, c'est rejoindre Jean. Pas dans la rivière, au ciel, directement. Alors, en attendant, Anna n'occupe toujours que la moitié de son lit. La place au bord, c'est bien plus commode pour descendre. Et puis la place du fond, c'est celle de son mari. Eh bien, comme ça, elle pense à lui. Elle n'a plus que ça à faire. La vieille bonne a tout faire. Penser, dormir, dormir, penser. Quand elle ne pense pas, elle dort. Anna, elle a des tiroirs dans sa tête. Des tiroirs à mémoire. Suffit d'ouvrir, route, là les souvenirs. Elle se souvient, Anna, quand la petite était née. Son mari était complètement devenu un autre homme. Il voulait tout faire, même que des fois, elle trouvait qu'il en faisait un petit peu de trop. Une fois, il est allé jusqu'à se faire vacciner à la place de sa fille. Oui, ils étaient tous les trois au dispensaire. La petite pleurait. Jean ne supportait pas ça.
Il s'était retroussé sa manche, il s'était fait vacciner sous les yeux de la petite. Le docteur avait dit à Jean, écoute, si c'était pour lui montrer, j'aurais pu faire semblant. Mais Jean avait répondu, bah, ça n'aurait pas marché. La petite, elle l'aurait deviné. Le docteur et Anna s'étaient regardés. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Puisqu'après, c'est vrai, la petite, elle s'était laissée faire. Une autre fois, elle avait 3-4 ans. Claire Belle était malade. Anna s'en était occupée toute la journée. Le soir, elle était fatiguée. Elle était allée se coucher. Mais Jean, de toute façon, il n'aurait pas pu dormir. Il avait pris une chaise. Il avait approché du lit de la petite. Et puis il l'entendait qui se gênait, qui se grattait, qui se retournait. Il avait beau lui caresser le front, lui parler doucement, rien n'y faisait. Alors Jean, il s'est élevé dans la nuit, sans faire de bruit. Il fallait surtout pas réveiller Anna. Il s'était rendu à l'armoire. Il avait ouvert la porte sans la faire grincer et sa chapeau. Dans l'armoire, il avait pris sa plus belle chemise, sa chemise de noces, celle que Anna lui avait cousue pour leur mariage. Il l'avait coupée en deux. Il en avait mis une partie sous le corps de la petite fille, l'autre partie, il avait tiré dessus comme un drap. La petite avait souri et puis elle s'était endormie. Quand Anna avait vu ça le lendemain matin, déchirer sa plus belle chemise, non mais là il est devenu complètement fou. Dans ce temps-là, elle s'était dit ça. Mais là, aujourd'hui, dans son lit, Anna se demande si finalement c'est pas la chemise qui l'aurait guérie, parce qu'après, c'est vrai, la petite, elle avait poussé comme un champignon. Le temps de grandir, le temps d'aller à l'école, le temps de savoir lire, le temps de regarder les gars, le temps de se savoir belle. Ça passe si vite avec les enfants. Le temps d'acheter le pain ou de boire un café chez le voisin. Tu reviens? Ton garçon a de la barbe et la fille a des seins. Approchez. Voilà le colporteur. Dans sa carriole, il y a des tissus de toutes les couleurs. Anna et Claire Belle sont là, regardez, palper, tripoter. Elles peuvent bien rêver, ça ne mange pas de pain. Hein. Le colporteur les regarde. Enfin, il regarde surtout Claire Belle. Et tout à coup, il sort d'un carton un tissu rouge magnifique. Il enveloppe Claire Belle dedans. Regardez comme elle est belle, votre fille. Anna a beau se défendre, dire qu'elle venait voir, c'est tout. Elle n'a pas de sous. Le colporteur insiste. Il est prêt à faire un prix, un crédit. Mais ce tissu-là, c'est pour Claire Belle. Et tout d'un coup, il attrape son mètre, il prend ses mesures, il coupe ce qu'il faut pour faire une robe et il l'offre à Claire Belle en la regardant droit dans les yeux. Il est pour toi, ce tissu-là. Et puis il est parti comme si sa carriole avait pris feu. Je me demande si c'est pas trop beau pour nous, qu'elle a dit Anna. Mais Anna, elle disait tout le temps ça. Elle disait ça. N'empêche que dans sa tête, elle imagine déjà la robe qu'elle va faire pour sa fille. Et puis comment elle va te la coudre et puis te l'assembler. Tous les soirs de la semaine, elle a travaillé dessus. Si vous aviez vu Claire Belle le dimanche d'après dans sa robe rouge, aussi bien vêtue que les demoiselles du domaine, et son père et sa mère à côté d'elle, ils étaient tellement fiers, ils ne touchaient même plus terre. Les gens disaient, si elle n'avait pas été fille de journalier,
elle aurait été mariée avant la fin de la messe. Mariée? Pas mariée? Quand elle porte cette robe, Claire-Belle, elle a des ailes, elle a des fourmes et dans les jambes, le sol lui brûle les pieds. Si elle le pouvait, Claire-Belle, d'un coup de talon par terre, elle s'envolerait dans les airs loin de la cabane et de la Panty, de l'autre côté du débarcadère. Quelque temps plus tard, les gens l'ont vu encore causer avec le colporteur. Ce jour-là, il lui a rien donné. Ce qu'ils se sont dit, personne ne le sait. N'empêche, quand elle est repartie, Claire-Belle, elle marchait plus pareil, elle regardait plus pareil. Et quand elle est arrivée à la cabane, ce soir-là, Jean et Anna étaient attablés, la tête entre les mains. Il faut dire qu'ils n'étaient pas à la fête depuis que le fermier du domaine était mort. C'est son gendre qui l'avait remplacé, mais lui, il leur faisait bien comprendre qu'ils n'étaient pas du même monde. Et voilà qu'il leur demandait le prix du terrain où ils ont construit la cabane en se mariant. Mais il n'y a pas de papier, hein. C'était comme ça, c'était un accord entre eux. Et puis ils n'ont pas de sous. Claire-Belle écoute ses parents. Elle fait le tour de la table. Et tout d'un coup, elle s'arrête. Elle tire sur les deux pans de son foulard. Elle dit, moi, je peux gagner de l'argent. Il y a du travail pour moi à la ville. C'est le colporteur qui l'a dit. Jean et Anna regardent leur fille. Ils n'en reviennent pas de voir une fille pareille. Le temps d'être fier, le temps de s'organiser, le temps d'avoir peur. C'était déjà le jour du départ. La veille au soir, les gens du village ont entendu chanter tout en haut de la colline. Certains ont même vu un oiseau rouge, les ailes déployées, prêt à s'envoler. Le bateau est parti. Claire-Belle, c'est plus qu'un petit point rouge cousu sur l'horizon. Claire-Belle, c'est un bout du ciel. Et Jean et Anna, deux vieilles souches enracinées au débarcadère, savent même plus s'en retourner. Ça faisait peut-être un mois que leur fille était partie, quand le facteur a apporté une lettre. Anna a couru à travers champs pour la montrer à Jean. Il la regardait, l'embrassait. Jean l'aurait bien avalée des fois que les mots lui causent à l'intérieur. Mais Anna avait quand même plus confiance dans l'instituteur. En plus, c'est lui qui a appris à leur fille à lire et à écrire. Alors, ils ont pris le chemin de l'école. Les enfants étaient partis, mais il y avait de la lumière. Le maître était là. Ils sont entrés, ils lui ont tendu la lettre par-dessus son bureau. Eux sont restés debout près du tableau. Et la grosse voix du maître a commencé. Cher père, chère mère, les mots de Claire-Belle sortaient de sa bouche à lui, dégringolaient comme une cascade, résonnaient sur le plancher. Elle va bien, elle pense à nous, elle va bien. Les paroles de Claire-Belle sautent sur les tables, s'arrêtent pour sentir l'encrier, trébuchent sur les chaises. Anna les tricote dans sa tête sans en perdre une miette. Jean, lui, il rattrape la petite fille qui s'éloignait dès qu'elle voyait ses copains. Et les mots de Claire-Belle s'évanouissaient dans l'odeur de la craie. Je vous embrasse affectueusement, votre fille. Comment? C'est déjà fini. Eux, ils auraient bien entendu une deuxième, troisième lecture. Mais bon, ils sont rentrés à la cabane. Anna a rangé la lettre dans l'armoire à côté du linge de la petite. Si quelqu'un venait, on ouvrait l'armoire. Si le quelqu'un savait lire, fallait qu'il lise la lettre. S'il ne savait pas lire, ben ça ne fait rien, on ouvrait quand même l'armoire. Et puis,
faut ouvrir les armoires pour chasser les cafards. Ça, c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, il y a encore la jeune femme au débarcadère. Elle attend son père. Son père est au fond de la rivière, adossé contre un rocher. Ça fait drôle pour les gens. Ça fait des jours et des jours qu'il voit la jeune fille au même endroit. Et pendant des années, son père attend sa fille. Tiens, quelqu'un s'approche de Claire-Belle. C'est l'infirmière. Claire-Belle se lève et prend le chemin de la cabane. Elle ouvre la porte. Anna est dans son lit. Elle la regarde doucement. Claire-Belle prend une chaise, s'assied à côté d'elle. Sa mère est belle et vieille, vieille et sereine, prête pour le grand saut, sûre de retrouver Jean. Il m'attend. Anna prend les mains de sa fille dans les siennes. Elle est contente de s'en aller. C'est drôle la vie, qu'elle dit. C'est long, c'est court, c'est toujours, c'est jamais. Ça vaut le coup de pas se manquer. Anna parlait, elle n'en finissait pas de parler. Et plus Anna parlait, plus la cabane s'agrandissait. Et puis les meubles et la chaise sur laquelle était assise Claire-Belle. Bientôt, ses pieds ne touchaient plus le plancher. Et puis sa robe, elle était bien trop large pour son âge. Claire-Belle a regardé l'horloge. Il était 4 heures et sa mère était partie en emportant le goûter. Alors, la grande petite fille a laissé le chagrin couler et une larme est tombée par terre. Elle a roulé comme une perle sur le plancher. Elle s'est faufilée sous la porte. Elle est pressée, la perle. Elle a quelque chose à faire. Elle a roulé jusqu'au débarcadère. Au débarcadère, elle a sauté dans la rivière. Dans la rivière, elle a retrouvé le père. Elle a roulé sur son front, lui a fait cligner les yeux. Elle a roulé jusqu'au pied coincé sous le rocher. Alors la perle a décoincé le pied. Elle a hissé le père au fil de l'eau comme un reflet dansant. Aussitôt, Monsieur de Clerbeau est venu à la cabane. Il a frappé au carreau. « Claire-Belle, c'est ton père. C'est Jean des Merveilles qui m'envoie te chercher. » Claire-Belle est sortie. Dehors, elle a tracé une grande marelle de la cabane jusqu'au débarcadère. Elle a pris son père et sa mère, chacun par la main. Elle les a emmenés. 1, 2, 3, jusqu'à la porte du ciel. Jean et Anna, d'un coup de talon par terre, se sont envolés dans les airs. L'empereur de Portugalie n'a plus besoin d'étoiles. Anna les a détachées une à une. Elle les a jetées en pluie par-dessus la cabane, par-dessus la pentie, par-dessus le village, par-dessus le clocher, par-dessus le coq du clocher du village, par-dessus le temps lui-même. Claire-Belle les regarde tomber comme une averse de baisers. Elle les range au fond de sa poche comme autant de petits cailloux blancs. Dans chaque étoile, il y a un morceau d'histoire. Dans chaque étoile, il y a un bout d'enfance. L'autre nuit, c'est vrai, j'ai rêvé ça. J'ai été marchande d'étoiles. Merci. Merci beaucoup.